Du coup, on peut commencer à parler. Désolée, c'est Vous en pouvez mode. parler, au pire, je couperai après le début si vous voulez. Bah, sinon, on te laisse introduire et après on démarre. Bah là, il y a qu'une seule personne qui est arrivée pour OK, l'instant. OK, pas de souci. Bah, du coup, bah, en fait, si tu veux, tu peux faire l'intro comme ça, je saurai quand démarrer. Tu veux que je fasse une intro? Pas Ouais, prévu. Qu'est-ce que je peux raconter? bah, juste dire, merci d'être là pour Women in Design, voilà, un truc Ah, et classique. tu vois, elle l'a fait Tu pour veux que toi, je du coup. comble, quoi? Bon, bah, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui, présents et présentes. Je m'appelle Johanna Rove-Calvi, je suis la fondatrice du collectif Women in Design, qui s'est officialisé en association depuis à peu près 1 an et demi. Peut-être même un peu plus maintenant. Si, 1 an et demi, je crois. On a différentes missions et dans nos différentes missions, on a 3 grandes actions. La première, c'est donc le programme de rôle modèle, donc de mise en avant des femmes et personnes non binaires du design. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Le deuxième programme, c'est un programme de co-développement, donc avec des groupes de 3-4 personnes qui se réunissent chaque semaine pour se soutenir dans l'atteinte d'un objectif, quel qu'il soit, qui peut être à la fois un objectif commercial pour des indépendantes ou des objectifs de développement d'activité ou de développement professionnel. Et la troisième grande action qu'on a, en tout cas, après parce qu'il y en a plein d'autres petites, c'est le cycle de conférences. On a une conférence par mois depuis à peu près 1 an et demi maintenant, qui fonctionne un peu sur l'idée de la scène ouverte. Donc on a à la fois des gens, qui vont être expérimentés et qui ont envie de venir nous raconter des trucs sur une thématique qui est leur expertise, soit des personnes qui ont jamais pris la parole et qui viennent pour la première fois prendre la parole et expliquer, bah, leur expertise, leur vision, du design ou autre. Donc voilà, c'est un peu nos 3 grandes, nos 3 grandes, actions et ensuite on a d'autres choses qu'on est en train de développer. On a, pour celles qui connaissent pas, la Summer House. Donc on va faire, cet été notre première expérimentation. Il y aura 10 personnes dans une maison, dans la montagne et c'est un peu sous l'idée de enfin un peu dans l'idée d'une retraite créative pour nous préparer à la rentrée. Voilà. Si on peut résumer un peu ça comme ça. Donc on va faire notre première expérimentation cet été et puis on racontera à tout le monde, voilà, comment ça s'est passé, quelles leçons on en tire et comment on développe, la suivante. Même si on a déjà beaucoup de demandes pour une winter house, on verra, quelle forme ça prend et plus tard, voilà. Donc en tout cas, on est sur cette expérimentation-là. Voilà pour Women in Design. Il est 33 normalement, on attend à peu près jusqu'à 35 pour démarrer. Néanmoins, si vous voulez commencer par, faire un petit tour de table, vous commencez par Luz, par exemple, et puis après on tourne. Ça peut être, une idée. Voilà, OK. comme vous avez Ouais, je envie. pense qu'on va faire ça comme ça, on sait qu'on a déjà fait les tours de table. Donc merci beaucoup Johanna. Donc moi c'est Luz Delgado et je suis, designer depuis plusieurs années, spécialisée dans les numériques et du coup je m'intéresse à beaucoup, aux associations liées aux femmes et qui veulent faire rayonner les designs en France et c'est pour ça du coup que je suis là aujourd'hui avec, des femmes, très intéressantes et on va pouvoir avoir une discussion, sur, les designs. Donc, je passe la parole à celles qui veulent, commencer pour, pour se présenter. Allez. Ben, je démarre, moi, si vous voulez. Donc, Oriane Joucla, je suis designer de formation et je suis actuellement en charge de la coordination du Design La Bretagne au sein de l'Écloseur, qui est un tiers-lieu dédié à l'innovation par le design, basé à Rennes. Je donne le relais, du coup. Allez, je prends la suite. Bonjour à toutes et à tous, en espérant que vous m'entendez bien. J'avais des petits soucis de connexion. Ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Moi, c'est Iris Roussel. Je suis du coup designer et ingénieure et très investie sur des sujets de santé depuis une douzaine d'années.
Et puis plus particulièrement, je suis entrepreneur. J'ai fondé une agence d'innovation sociale qui s'appelle Osiris Santé et qui s'intéresse à créer, développer des nouvelles expériences usagées dans le monde de la santé. Donc on travaille tant pour des établissements de santé, pour revoir les organisations hospitalières, que créer de nouveaux services pour améliorer le bien vieillir pour des mutuelles, par exemple, ou créer des nouveaux outils de communication pour des industriels, à titre d'exemple, avec les méthodes du design et des connaissances en santé publique et politique de santé. Et je passe la main, bien sûr, mais... Il faut donner un nom dans ce cas-là, c'est plus simple. Ouais. Effectivement, c'est toi, Marie-Virginie. Marie-Virginie, je sens qu'elle est prête. Du coup, Marie-Virginie, designer aussi, comme tout le monde, avec une formation avant le design en neuropharmacologie, donc un double profil sciences et design qui m'a pas mal amené à continuer à évoluer dans le monde de la science et de la santé. J'ai travaillé à mon compte pendant 8 ans et maintenant, ça fait 8 ans que je suis dans une grande entreprise Essilor Luxottica et je travaille en recherche et développement chez Essilor. Et aujourd'hui, j'ai eu 3 postes différents et aujourd'hui, je suis manager d'une petite équipe de design et expérience utilisateur au sein d'une équipe appelée Solutions Digitales. Donc, on développe des applications et des objets connectés pour améliorer l'accès à la santé visuelle. Et du coup, Marie. Marie, c'est la dernière. Bonjour, bonjour tout le monde et merci pour cette invitation. Et ben moi, je suis également designer formée dans une école de design et je m'occupe d'une équipe qui s'appelle le LABA, Laboratoire de l'accueil de l'hospitalité, au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, qui est en fait un hôpital psychiatrique public spécialisé, comme son nom l'indique, en psychiatrie et en neurosciences. Donc, on est une équipe de 5 personnes. À travailler en intégré à l'hôpital et à développer du coup un certain nombre d'expérimentations dont je pourrais parler plus tard. C'est une équipe un peu pilote, donc on teste beaucoup de choses. Et on est 3 designers dans une équipe de 5, ce qui est assez chouette dans notre contexte. Voilà. Merci à toutes. Du coup, on a la team ingénieurs, les designers, mais on est toutes designers, donc ça, c'est hyper intéressant. Donc, peut-être on peut commencer à parler un peu de ça, un peu quelle est votre vision aujourd'hui du métier de design, en fait. Je pense que ça peut être intéressant de commencer peut-être par là. Donc, n'importe qui peut commencer à parler et on pourra discuter jusqu'à 19h30 de tous ces sujets. Soyez pas timide. Je veux bien briser la glace et que vous enchaînez. Peut-être ça a déjà été dit plein de fois, mais c'est un métier qui change beaucoup. Et toutes les 4 et toutes les 5, d'ailleurs, on incarne bien ça, travaillant dans des directions très différentes et avec des compétences différentes. Donc, peut-être on n'exerce pas forcément le design comme on a été formé d'ailleurs aussi dans nos écoles respectives. C'est un métier qui n'a pas fini d'écrire en fait ce qu'il pouvait faire, ce qu'il faisait. Et je pense qu'on a toutes ici autour de la table à cœur de le faire exister dans des environnements nouveaux aussi, dans lesquels la voie n'est pas prétracée et où il n'y a pas toujours d'ailleurs de reconnaissance de ce que c'est que le design au-delà des lieux communs sur un truc qui coûte cher et qui ne sert pas à grand-chose. Ça demande aussi de faire beaucoup de médiation, de pédagogie sur notre mission et nos compétences, ce à quoi on sert, ce à quoi on peut servir. Et qu'en pensez-vous? Et du coup, à quoi on peut servir en tant que designer? Moi, je peux rebondir sur vraiment un élément fondamental. Ah, pardon, je crois que je vous entends en décalé. Je suis désolée. Alors, en espérant que vous m'entendez bien, je rebondis sur un peu un élément fondamental, mais qui, je pense, me définit aussi en tant que designer
de par la vision où j'étais ingénieure et du coup, j'ai repris des études vraiment en design et je crois que la notion de sens, pour moi, elle était fondamentale et que c'était vraiment ce que je cherchais au travers du design, de mettre du sens tant pour adresser les réelles problématiques de la société plutôt que penser directement solution mais partir du besoin. Et après, ça, c'est quelque chose de très personnel, mais je pense qu'il est porté par beaucoup de designers. Il y a un côté un peu mettre ses tripes quand on est designer aussi, quelque chose de presque donner du sens à sa vie. Enfin, voilà, pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi dans la mission qu'on peut avoir en tant que designer pour faire évoluer la société, chacun à notre échelle. Est-ce que c'est la même vision pour vous, Marie, Virginie ou Oriane, qui êtes dans des environnements un peu différents? En tout cas, je partage le point d'Iris qui était, moi, pour avoir commencé plutôt dans un environnement de recherche et donc plus scientifique que purement ingénieur, il y avait tout d'un coup cette volonté de toujours toujours pouvoir vraiment aller au bout, challenger les questions, mettre vraiment ses tripes. Et je crois que ça, c'est assez vrai. Après, il faut savoir un peu le temporiser, hein, parce que dans la vraie vie, il faut réussir à s'accrocher aussi à des environnements où on ne peut pas pousser tout le monde dans cette même passion, quoi, on pourrait presque dire. Et après, je dirais que, en tout cas, ce que je vois dans mon environnement, et pour refaire le lien entre ingénieur et peut-être environnement de recherche scientifique, j'ai tendance à dire que le designer, il est un peu non expert. Alors bien sûr, c'est l'expert du design, hein, mais comparé effectivement aux autres expertises très précises, dans des domaines très précis, ingénieurs ou scientifiques, etc. Je pense que notre singularité, c'est d'essayer de faire le lien entre tous ces domaines aussi, et puis de les faire parler entre eux pour que justement on arrive à des projets qui soient plus cohérents et qui du coup, comme le disait Iris, aient du sens pour l'ensemble de la société, parce qu'à un moment, une société, c'est une pluralité de domaines et c'est pas juste des sciences ou juste de la techno ou juste des sciences humaines non plus, quoi. C'est quand même effectivement tout un ensemble, quoi. Donc voilà pour en tout cas pour enchaîner sur. Et comment est-ce que tout ça, ça s'est traduit? On parle beaucoup des designs qui aident justement à collaborer, les différentes disciplines. Comment ça s'est traduit pour vous dans vos quotidiens, ces designs qui permet ces choses-là, quoi? Je sais pas, Vas-y, Marie. c'est vrai que nous, on ne parle pas beaucoup de notre métier de designer parce qu'on se rend compte que dans mon milieu à l'hôpital, en fait, ça fait assez peur, en fait, parce que les gens ne se sentent pas sachants, dignes, ça les écrase un peu. Donc, on parle pas trop de notre métier, on parle plutôt de ce qu'on fait avec les autres et de ce que ça crée. On se concentre plus là-dessus parce qu'en plus, c'est là l'intérêt. En vérité, je pense qu'aucune de nous notre but dans la vie, c'est de faire connaître le design, c'est plutôt d'essayer de faire avancer des situations et d'aider à débrouiller des choses que vraiment promouvoir la discipline de design. Il y a d'autres organismes qui font ça très bien. Mais plutôt, ouais, déjà de rassurer en montrant que ça se passe avec les gens, que ça ne se passe pas sans eux, on est là en fait pour les aider aussi à exprimer leurs idées, à les alimenter et à leur donner forme avec nos moyens. Donc nous, on se positionne beaucoup en fait en soutien et en support des idées et des initiatives de nos collègues. C'est essentiellement du coup les soignants, les médecins, parfois les patients. Ce qui ne veut pas dire que c'est eux qui décident. Enfin, voilà, ça se passe vraiment dans le dialogue. Et nous, on alimente aussi beaucoup. Mais du coup, on ne voit pas trop qui est qui au centre de la table. En tout cas, on fait en sorte que ce soit inclusif, que chacun se sente à sa place. Donc, du coup, on dit souvent qu'on aménage vraiment des espaces de participation au sens vraiment où on essaye de faire en sorte que ce soit que chacun s'y sente bien et apporte une contribution qui soit effective, qui ait du sens pour lui ou elle. Ouais, je te rejoins tout à fait, Marie, parce que alors, pour autant, Design La Bretagne, on dirait une des missions qui est d'accompagner la connaissance ou la découverte ou l'intégration même des métiers du design dans certains projets. Et pour autant,
il n'y a pas meilleur moyen de le faire connaître et de montrer ce que ça apporte, non pas juste en donnant une définition, mais en essayant de démontrer le chemin qu'on peut parcourir ensemble, ce que ça peut créer comme valeur ajoutée, à travers des démarches collectives, à travers des projets très concrets, où on est plus du coup dans une aide à la définition du besoin et du projet que ça peut créer, et à mettre des acteurs extrêmement variés autour, que ce soit des assos, des collectivités, des entreprises. Et c'est en tout cas, à travers le tiers-lieu, c'est là que nous, on s'est retrouvés dans le fait de proposer un espace pour faire ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui donne des résultats plutôt intéressants. Alors, on a une dimension, le tiers-lieu, il a une dimension dédiée à l'innovation. Donc, les gens poussent quand même la porte pour des sujets qui sont plus ou moins proches de ce qu'on peut arriver à traiter avec le design. Mais on dit souvent, ils viennent avec l'innovation, ils repartent avec le design, parce que peu importe les milieux et les secteurs d'activité, on a vraiment des niveaux de maturité très, très différents et des capacités à embarquer ce métier-là et ses compétences dans les projets. Donc, on essaye aussi de le rendre accessible pour démontrer que ça peut avoir sa place, que c'est des compétences qui ont leur place dans tous les projets de la société, quoi. Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Ces faits-là, en fait, qui finalement, en tant que designer, on a ces rôles-là et comme on a un peu parlé pendant les lives, on fait du design sans dire qu'on fait du design et du coup, mais en même temps, l'objectif, c'est justement de travailler avec les gens et que chacun puisse trouver sa place. Donc, on a une petite question de Sarah. On a les gens qui sont tout le temps là. Donc, elle aimerait savoir si vous avez déjà été contrainte d'aller à l'encontre de vos valeurs et postures de designer. Et si oui, comment avez-vous trouvé une solution? Est-ce que vous avez des difficultés en termes de postures au sein de vos environnements? Ben, moi, j'en ai eu pas mal. Quand j'ai travaillé en intégré, c'est pas toujours facile d'intégrer ce métier-là quand il a ni sa place, ni des personnes qui comprennent ce que ça peut apporter, et qui a justement cette peur de « Ouh là là, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu vas me prendre comme place? Qu'est-ce que machin ?» Et puis, parce que, enfin, moi, personnellement, j'ai un parcours en design industriel, donc j'avais envie de prendre ce chemin-là quand j'étais à l'école, parce que je trouvais que c'était à une échelle, enfin, c'était une échelle que je trouvais intéressante pour justement avoir de l'impact dans les transitions, peu importe ce qu'elles sont. Et pour cela, ça m'a demandé d'entrer dans des milieux industriels qui ne sont pas faciles, parce que justement, à première vue, on ne choisit pas ce métier forcément pour participer à un système qui va, selon nous, parfois pas toujours dans le bon sens. Mais ce que j'ai trouvé passionnant, c'est que mine de rien, ce sont des écosystèmes qui sont complexes, et le design a toute sa place dans ces environnements-là, parce que il a, selon moi, cette capacité à intégrer toutes les dimensions complexes pour essayer d'en ressortir des choses nouvelles et des réponses nouvelles, qu'elles soient produits, services, etc. Et j'ai trouvé le challenge d'autant plus intéressant, d'accompagnement, de formation des autres, hein, de comment on pouvait apporter aussi un sens au projet qui partait plutôt dans une direction et qui va finalement dans une autre. Moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup plu. Donc oui, pas toujours en phase, sur le début des projets, mais c'est justement là où je me suis moi-même rendu compte du levier que c'était pour faire changer un petit peu le chemin des projets et la manière dont les gens y participent et ce qu'ils apportent. Donc, c'était pour moi plutôt des expériences positives. Moi, je vois 2 challenges, alors plutôt en externe en tant qu'agence. Je dirais que la première, c'est pour de potentiels clients ou partenaires. Parfois, c'est plus simple d'arriver avec un brief hyper cadré de « on veut que vous développiez ça » et ils nous poussent la solution. Et sur le côté, en tout cas, valeur, de se dire « bah ok, ça peut être facile hein, quelque part de prendre des missions, on va concevoir le service qui nous est donné comme ça, même si on a envie de rechallenger les besoins. » Et c'est beaucoup de pédagogie, donc c'est tenir le fait de non, on va se revoir pour affiner, pour recadrer le brief ensemble, etc.
C'est un peu le premier sujet. Et un autre sujet éthique sur lequel on est très vigilant avec l'équipe. Il nous arrive de travailler pour des laboratoires pharmaceutiques. Nous, on considère que c'est aussi des acteurs dans le monde de la santé qui font évoluer et qui font bouger les lignes. Et c'est toujours la question de se dire, quand un acteur laboratoire, et en France, la législation est différente par rapport à d'autres pays, est-ce que l'objectif est d'avoir un impact réel auprès de patients et de bénéficiaires ou de pousser du médicament? Et c'est toujours un petit peu l'équilibre entre les deux. Alors, on a la chance à chaque fois d'avoir, en tout cas, travaillé humaine super riche et vraiment top. Derrière, il y a toute une organisation, donc il faut aussi un peu savoir comment se positionner là-dessus. Et typiquement, ça, c'est plutôt dans les axes de réflexion où on réfléchit un peu à renforcer ou structurer un comité scientifique ou éthique, qui pourrait aussi être un peu quelque part garant d'un regard complémentaire sur ce type de sujet où jusqu'où le design va s'appliquer, quand en tous les cas, on a envie de porter des valeurs. Oui, c'est vrai qu'il n'y a probablement pas d'environnement parfait. Toutes dans les endroits dans lesquels on travaille, on opère, ça nous arrive de ne pas être d'accord. Après, de là à être vraiment en conflit de valeurs, je pense qu'on sait quand ça devient insupportable et quand c'est la fin de notre implication, quoi. Mais je ne sais pas si la personne qui pose la question, elle s'est déjà retrouvée dans cette situation, mais voilà, en tout cas, faut être humble quand on est designer, on ne va pas sauver le monde et il n'y a pas d'endroit pour sauver le monde et on ne peut pas être totalement en phase avec tous ces idéaux tout le temps dans les milieux dans lesquels on travaille. Et ce n'est pas parce qu'on travaille sur des sujets liés à la société, au social, à la santé qu'on ne travaille qu'avec des gens qui font don de… voilà, qui font preuve de beaucoup d'empathie et d'abnégation. C'est pas toujours vrai. Donc voilà, on négocie, on compose avec ce qui se présente aussi. Je suis complètement d'accord avec vous et c'est vrai que des fois, en tant que jeune designer ou quand on va à l'école, on peut être dans cette naïveté de dire j'ai envie de faire du design pour changer le monde et pour vraiment, bien sûr, on a un impact, mais il faut aussi savoir se dire, en fait, il y a des réalités et c'est pas parce que là où je vais travailler, c'est pas des bisounours, quoi. C'est pas forcément les mondes des bisounours. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant comme réflexion. Donc, Sarah, j'espère qu'on a répondu à ta question. Oui, puis si je peux juste encore ajouter un point, je pense qu'aussi, après, ça vient sans doute avec le temps, avec l'expérience et au-delà du design, avec gagner en âge aussi, hein, mais quelque part, c'est aussi important en tant que designer, je pense, de faire très attention à la barrière, je dirais presque un peu politique de ce qu'on fait, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, on est là pour essayer d'amener, en tout cas, notre expertise, etc. Et on n'est pas là pour juger des strates très, très élevées sur lesquelles on n'a pas forcément non plus complètement d'impact. Et que parfois, réduire un peu l'industrie ou une grande boîte à un grand méchant capitaliste, c'est quand même très dangereux aussi, parce que simplement, quand vous rentrez dedans, je suis dans une société où il y a 190 000 personnes maintenant, donc c'est très énorme, et vous imaginez bien que c'est des gens potentiellement autour de vous et qui, et dans un environnement de R&D, entre scientifiques, ingénieurs, des gens qui ont des valeurs très positives aussi. Donc après, je pense que c'est toujours assez important de se dire que de toute façon, on essaye d'amener ce qu'on peut. Et puis, effectivement, comme le disait Marie, je pense qu'on ne se met pas dans des situations où on va aller contre nos valeurs. Après, c'est aussi ce qui fait qu'on se retrouve dans des situations difficiles à certains moments, parce qu'effectivement, peut-être qu'en tant que designer, on a cette capacité de questionner et donc de quelque part de ne pas totalement accepter le sujet tel qu'il est fourni au départ, mais d'essayer de le reformuler, de le tourner, parce que souvent, il a aussi un vrai fondement intéressant. Et du coup, d'aller, comme toujours, chercher un petit peu la vraie bonne question derrière pour peut-être craquer autre chose que la question initiale de départ. Il y a Johanna qui nous dit qu'elle a décidé de se focaliser sur l'idée de changer les mondes personnellement. La maturité m'a poussée plus dans cette direction après m'avoir éloignée par mes expériences passées en entreprise. Et là, j'ai bien aimé ce que tu as dit, Iris, ce côté un peu éthique, de dire, en fait, il y a aussi une barre à se mettre
de dire pour quel projet j'ai envie de travailler. Est-ce que j'ai envie de travailler sur des projets qui veulent vraiment aider les gens, ou est-ce que je travaille que pour des projets avec un intérêt business, ou des projets avec, où il n'y a pas l'éthique ou mes valeurs que j'ai envie d'avoir. Donc, j'imagine que vous avez aussi des expériences par rapport à ça. Comment est-ce que vous voyez ces choses-là? Alors juste, si moi je peux poser une question à Iris, tu évoquais le fait de monter des comités aussi scientifiques et éthiques. Oui, on y réfléchit typiquement avec Nadège de mon équipe. Au tout début, je me suis assez tôt entourée d'acteurs de la santé, de chercheurs en anthropologie de la santé, par exemple, de médecins, de patients, etc. Et là, on est dans une phase où on essaie de voir comment est-ce qu'on peut peut-être structurer quelque chose d'un peu plus régulier, quelles sont les thématiques sur lesquelles les mobiliser, etc. C'est en exploration, donc tous les conseils sont bons à prendre. Non, mais pour revenir un peu sur ma remarque d'avant, ce qui est intéressant, c'est que tu ne vas pas forcément, en tant que designer, poser ce qu'est l'éthique ou quelle est la position éthique à avoir. C'est de t'entourer de gens aussi qui ont cette expertise. Et c'est toujours ça aussi, je pense, le designer, d'aller chercher pour faire ses liens, mais pas forcément non plus se poser en sachant sur tout, quoi. Enfin, voilà, en tout cas. Complètement. Oui, je pense qu'en plus, ça serait se fermer à d'autres disciplines et d'autres secteurs hyper riches et inspirants, quoi. Donc, c'est vrai que plus, comme tu dis, je pense avoir une vision peut-être holistique des projets, essayer d'aller capter les bonnes personnes. Et même dans les métiers du design, il y a encore plein de spécificités dans des métiers que moi-même, je connais pas du tout et qui peuvent enrichir des projets à certaines étapes. Je pense qu'il faut rester très ouvert vis-à-vis de ça. Ouais, et je pense que même quand on est spécialisé, comme certains d'entre vous, que vous êtes spécialisés par exemple dans les secteurs de la santé, il y a tellement de métiers dedans, il y a tellement de spécificités. Si tu travailles sur une pathologie spécifique, il va y avoir des experts là-dedans. Et ou comme Oriane qui travaille sur les territoires, voilà, les projets ne vont pas être les mêmes, et du coup, on ne peut pas avoir cette posture des sachants, parce qu'on va forcément à un moment donné se retrouver sur des sujets où on a besoin aussi d'aller chercher l'information, d'aller lire peut-être la littérature, d'aller comprendre les choses, quoi. Mais du coup, c'est vrai que ce que vous dites, ça invite à prendre du recul sur ce qu'on fait et de prendre conscience que nos choix ne sont pas totalement dépolitisés, ce qu'on décide de faire ou de ne pas faire, ou de dévier de trajectoire, comme disait Marie-Virginie. Et quand on est un peu le nez dans le guidon dans ces projets, on n'a pas toujours le recul en fait pour voir, dézoomer, voir plus au niveau systémique et encore une fois de politique ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on n'est pas suffisamment invité à faire pendant les études de design aussi, de voir dans quoi on s'inscrit en fait, de regarder un petit peu plus loin que le bout de la fin du projet et de dézoomer un peu. J'ai l'impression que les étudiants d'aujourd'hui, c'est ce qu'ils cherchent à faire pour mieux maîtriser leur impact social, sociétal aussi à travers leur travail en tant que designer. Et donc, c'est riche de pouvoir le faire avec des gens qui ont d'autres regards, notamment en sciences humaines et sociales, sur ce qu'on produit. Donc, on revient au sujet de la pluridisciplinarité. Oui, c'est vrai qu'il y a des fois, dans les écoles, on ne t'apprend pas cette posture-là, de dire, en fait, tu ne fais pas forcément des sciences politiques, tu ne fais pas forcément des études dans ces sens-là, et tu peux le faire à travers des projets, parce que tu travailles sur des projets spécifiques sur une thématique. Mais c'est vrai que c'est des compétences et des postures on peut en avoir besoin par la suite. Il y a quelqu'un qui écrit une question, mais ça ne finit pas. Donc, on va continuer. Donc, en tout cas, comment est-ce qu'on est tous du coup des femmes, et on sait très bien que dans les milieux de design, comme disait Marie, il y a aussi des femmes, il y a des hommes. Selon vous, en fait, c'est quoi cette place? Quelle est votre idée par rapport à la place des femmes au design et dans les postes peut-être des leaderships? C'est quoi votre vision par rapport à ça? Où on est aujourd'hui?
Si on part de la formation proprement parler, hein, nous, on accompagne le développement de certaines écoles sur la région. Moi, j'ai fait mes études il y a un petit peu plus de 12 ans et il y avait, en tout cas, dans mes classes, bien plus de garçons que de filles. Et déjà, nous, on voit dans les écoles que c'est une tendance qui s'est vraiment inversée. Donc, juste pour parler de ce qui se passe, en tout cas sur les cursus design, ça a l'air d'être une tendance qui s'est beaucoup inversée ces dernières années. Et puis après, j'ai pas plus comment dire? Je suis beaucoup dans des projets avec des entreprises, des acteurs du territoire, etc. Et je ressens pas comment dire, moins de considération peut-être sur le fait qu'on soit des femmes. Je trouve qu'on a une réflexion à apporter, mais il n'y a pas spécialement de réticence ou dans les projets qu'on peut accompagner, même si on aurait, au tout début de ma carrière, j'ai pu avoir quelques doutes parce que quand on commence à travailler avec des dirigeants ou en tout cas accompagner des projets qui sont forcément stratégiques pour les entreprises dans lesquelles on travaille, il peut y avoir voilà, une dimension de se dire je suis toute jeune, j'arrive, et puis je suis nana. Et souvent dans ces entreprises-là, sur les gros sièges, hein, sont souvent des hommes. Mais pour autant, j'ai pas franchement ressenti de réticence ou de personnes qui n'étaient pas à l'aise de travailler, de se remettre en question. Ça peut arriver, mais c'est pas, je le rencontre pas au quotidien, moi. Mais je vois passer beaucoup de gens et aujourd'hui pas, je travaille pas avec une entreprise, je suis pas intégrée, donc je ressens peut-être moins aussi ça au quotidien. S'il y a quelqu'un que ça dérange, je travaille pas avec. Ça dérange, vous avez un avis là-dessus par rapport à... Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes dans les métiers de design. C'est pas un métier où il n'y a pas de femmes, il faut se le dire. Donc voilà, si vous avez un avis là-dessus, c'est intéressant de pouvoir en discuter. J'ai une petite pépite sexiste à vous faire partager. Quand j'ai rejoint l'hôpital il y a 7 ans avec ma super collègue Karine pour créer le Laba, je quittais cette année de vie d'indépendante. Et j'avais un des copains avec qui je travaillais et qui pourtant est un gars qui a des engagements moraux. Il avait dit « Ah, c'est dommage, elle prend un poste en intégré, il n'y a pas beaucoup de femmes entrepreneurs. » Comme si, en fait, j'étais venue à l'hôpital pour être dans un petit placard un peu tranquille, par exemple pour faire des enfants. C'était la fin de la phrase. Voilà, et que du coup, je basculais vers un autre régime de confort et de sécurité, là où j'avais été indépendante, que j'avais conduit des projets, tout ça. Et du coup, on en a beaucoup discuté parce que c'était une représentation hyper erronée et hyper calquée, en fait, qu'il avait. Il ne se rendait pas compte aussi que déjà, j'allais pas avoir un rythme moins effréné et surtout que c'était totalement injuste et absurde de dire ça. Donc, on continue aussi à plaquer des images sur pourquoi un tel ou une telle prend un congé ou rejoint telle boîte, où on s'autorise aussi à commenter les choix des autres. Voilà, et en plaquant éventuellement des représentations sexistes. En tout cas, moi, à l'hôpital, vous pouvez imaginer, je suis entourée de femmes, que des femmes. Quand de temps en temps, on a un garçon qui candidate pour un stage, on le rencontre, quel qu'il soit, ne serait-ce que pour encourager les garçons à s'intéresser aux sujets liés à la santé. Du coup, ouais, beaucoup de femmes, mais les quelques hommes avec lesquels on travaille, on les bichonne beaucoup, on essaie de les soutenir. Mais ouais, enfin, c'est vraiment très, 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 très féminisé. Et comme ailleurs, ici, les grands médecins les plus connus sont des hommes.
et le gros des troupes soignantes sont des femmes. Et je pense que c'est pas prêt de s'inverser, même s'il y a de plus en plus de femmes médecins, chefs de pôle avec des représentations, des missions de représentation. Voilà, mais ça évolue lentement. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Donc, pourtant, il y a ici dans cette salle des femmes entrepreneuses C'est possible. et qui sont designers. Donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Est-ce que vous avez des autres points de vue par rapport à cette question? Marie-Virginie ou Iris? Bah, je rejoins assez Oriane, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas, en tout cas, c'est pas la designer femme ou designeuse femme dans une entreprise qui peut être plus challenging. Dans une entreprise, effectivement, c'est la structure et comme on le voit un peu partout, c'est-à-dire que quand on commence à voir les strates, effectivement, plus ça monte en top management et quand même moins il y a de femmes. Donc après, c'est pas propre au design, mais je pense que ça fait partie en fait, par contre de quelque chose qui serait qui devrait évoluer effectivement pour que quelque part on arrive globalement à avoir un accès aux femmes plus élevé dans les entreprises, un peu partout. Mais je ne le vois pas purement au niveau des femmes. Et pour travailler dans un environnement ingénieur qui pourrait être assez masculin, nous, notre équipe, on est une trentaine et on est 50-50. Alors, on a notre manager qui est femme, donc, et les managers donc, au sein de cette équipe, on est toutes des femmes. Donc, mais donc, quelque part, ça cascade aussi peut-être d'une femme quand même. Hein. Enfin, il y a quand même un petit peu peut-être cette sororité indirectement, mais avec des super, avec des envies aussi de collègues qui n'avaient plus envie d'être managers, potentiellement aussi. Donc c'est donc dans un environnement assez équilibré, en tout cas à ce niveau-là. Et après, je pense qu'il y a des choses, je crois que c'était quand on avait fait la petite préparation, et Marie, tu avais évoqué, je crois, le fait que, par contre, peut-être que dans l'enseignement, sans qu'on se soit trop rendu compte, c'est vrai qu'on avait très peu de femmes en en directeur de projet. Et finalement, donc, on est plutôt dans quelque chose qui était assez inconscient et qui, peut-être d'une manière ou d'une autre, peut influer peut-être sur la pratique. Mais aujourd'hui, voilà, ce n'est pas quelque chose que je vois potentiellement qui a été négatif, mais qui, quelque part, en tout cas factuellement, effectivement, on a eu plus d'hommes en directeur de projet et en même temps avec certains on va dire des projets fabuleux et une formation fabuleuse aussi. Donc, en tout cas, voilà. C'est effectivement, je pense, plus sociétal que purement uniquement dans le design aujourd'hui. En tout cas, c'est mon vécu. Oui, j'ai cette impression-là qu'il y a quand même cette tendance à aller dans cette égalité. Donc, il y a de plus en plus d'efforts qui sont faits dans cette direction, mais je pense qu'effectivement, il y a des environnements où soit ça reste très féminine et que c'est quand même lié à une certaine culture, comme l'univers du soin, il va y avoir beaucoup de femmes à certains endroits et comme a dit Marie, des hommes à des autres. Mais je pense que de manière générale, ça reste quand même quelque chose qui est en train d'évoluer. Donc, c'est plutôt cool. Ça donne de l'espoir aux jeunes femmes designers qui arrivent dans ces moments-là. Donc, je ne sais pas si pour vous, en fait, si aujourd'hui vous êtes face à une jeune designer ou une femme qui a envie de devenir designer, qu'est-ce que vous leur direz par rapport à votre expérience? Bon, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais en fait, je pense que j'ai presque peut-être du mal à me projeter parce que j'ai comme d'autres, ou a priori, je ne savais pas dans les études de design avant, il y avait beaucoup plus de garçons que de filles. Moi, c'était à peu près moitié-moitié. Par contre, en ingé, je suis ingénieure mécanique, donc autant vous dire qu'on se comptait sur les doigts d'une main en tant que femme. Mais ça m'a jamais
posé aucune question, peut-être parce que justement, j'ai 5 ans dans ce milieu-là, sans qu'il y ait aucune différence. Enfin, en tout cas, moi, je ne la ressentais pas. Donc, vous êtes tout autant légitime ou autre. Par contre, quelque chose que j'ai observé, alors, à mon échelle, mais depuis 8 ans où j'ai managé plusieurs personnes au sein de l'équipe, j'ai le sentiment que parfois, il y a plus besoin de participer à donner confiance à du coup celles qui sont des femmes plutôt que les garçons. Mais bon, voilà, ça fait 8 ans que je fais du management. Il y en a d'autres qui ont des reculs, qui ont beaucoup plus de recul. Je ne sais pas si c'est de l'expérience que j'en ai. Et peut-être juste pour rebondir sur le côté en tant qu'entrepreneur aussi, je pense que alors, j'ai des petites pépites comme l'histoire des enfants, Marie, ça m'a beaucoup fait rire. Je pense que je suis tellement tombée de haut une fois où on m'a sorti un truc en rendez-vous comme ça que ça m'a fait rire. Je pense que moi, j'avais plutôt un enjeu de légitimité sur l'âge où j'ai commencé à entreprendre très tôt, plus que sur le fait d'être une femme. Et j'étais au début, honnêtement, assez sceptique sur tous les groupes qui accompagnaient que des femmes entrepreneurs, etc. Parce que moi, j'ai évolué dans un milieu très mixte et presque un peu à me dire, ça m'agaçait un peu. Et en fait, en creusant et en travaillant au quotidien, j'ai le sentiment que, typiquement, en tant que manager, effectivement, les femmes n'ont pas toujours les mêmes besoins et que ça peut être chouette d'avoir justement cet esprit un peu de sororité à des moments pour pouvoir accompagner les spécificités aussi qui, selon moi, émanent de la société aussi, qui fait qu'on a été un peu construite aussi comme ça, quoi. Voilà, pour participer un peu à la réflexion. Que tu disais, je me suis peut-être plus sentie plus jeune que femme. En fait, c'est cumulatif, c'est encore mieux. On peut être jeune femme, ça double peine. Et du coup, ouais, le syndrome de l'imposteur et toutes les formes comme ça de crise de légitimité qui se cumulent aussi, mais sont en fait quand même beaucoup dans le regard des autres. Parce que en fait, on a le droit de porter des initiatives, on a le droit d'avoir déjà des idées, et il n'y a pas besoin d'attendre d'être un vieux singe pour se permettre d'avoir des opinions. Et au contraire, je trouve que le fait de mettre plus sur le devant de la scène des jeunes femmes de moins de 30 ans qui s'engagent, qui font des trucs audacieux, ça fait du bien justement de montrer que il n'y a pas de raison d'empêcher les prises de parole des plus jeunes et des femmes de surcroît. Donc, toutes les initiatives qui vont dans le sens de Women in Design et de soutien à l'initiative des femmes et des jeunes femmes, je pense qu'elles vont vraiment dans le bon sens et qu'elles vont finir quand même par inverser un peu les représentations pour qu'on s'autorise plus, qu'on se sente plus légitime à prendre des initiatives, avoir des projets, porter des opinions. Ça va quand même finir par peser. En tout cas, on en a l'espoir. Ouais, c'est sûr qu'il faut avoir l'espoir. En tout cas, vous avez tout à fait raison que c'est peut-être pas une question des hommes-femmes, mais qu'il y a quand même une question de légitimité et justement, on a été tellement construit socialement avec ces enjeux-là je pense qu'effectivement, quand tu évolues dans un monde comme l'ingénierie, peut-être plus récent moi, mais sinon, c'est vrai que moi, j'organise un programme de mentorat et les mots-clés qui arrivent tout le temps, c'est je ne me sens pas légitime, j'ai envie d'avoir des postes un peu plus de leadership, mais j'ai le syndrome de l'imposteur, donc clairement, il y a encore des choses à faire et c'est intéressant d'avoir ces espaces-là qui permettent aux femmes aussi de laisser comprendre et de comprendre nos propres besoins et voilà quoi. Du coup, j'ai rebondi sur une autre question pour relancer la discussion. Donc, on avait pas mal des sujets. Il y avait aussi les sujets justement est-ce qu'on a les droits de faire des erreurs quand on débute du design à l'hôpital et en santé, là où on a l'impression que les champs d'action est accès fragile? Du coup, on a une question de Sarah. Je pense que c'est pour ceux qui travaillent dans les designs à l'hôpital et en santé.
est-ce que vous avez les droits de vous tromper dans cet environnement-là où c'est un champ d'action assez fragile? Ben, je pense que toutes dans nos environnements, on se trompe, et on s'est trompé et on se trompera. Et ben, je pense pas qu'il y ait un environnement plus délicat qu'un autre pour se tromper. Il y a plus un truc sur le rapport à l'erreur. En France, on est plutôt à se flageller volontiers. Mais maintenant, voilà que la mode managériale du droit à l'erreur va inverser la tendance. Ouais, en fait, dès lors qu'on considère que c'est une source d'apprentissage et que ça permet de progresser et que tout le monde en commet, et en connaît d'ailleurs. Il y a pas, enfin, je pense pas que ce soit plus délicat après. Si on expérimente auprès des personnes, que ce soit à l'hôpital ou d'ailleurs dans tous les milieux, enfin, dès qu'on travaille avec des humains, ils sont fragiles. On fait attention, mais après, commettre des erreurs, ça fait partie. C'est vraiment bien banal ce que je dis, mais de la vie, quoi, au-delà de designer. Enfin, je pense que vous avez toute une collection d'erreurs en tête qui ont été aussi des sources d'apprentissage, de progression. Oui, je rebondis côté santé, enfin, à 3000%, pour moi, c'est OK de faire des erreurs. Après, c'est aussi, par exemple, nous, on intervient très souvent à 2 sur des projets, donc ça aide un peu. Et puis, je pense que ça permet aussi, c'est tout bête, mais c'est vrai, en tant que manager, moi, ça me rassure un peu. Je me dis, bon, ils sont 2, ou alors juste dans l'équipe, au moins, les gens se soutiennent les uns les autres. Et en tout cas, dans le monde de la santé, je sais pas comment c'est ailleurs, mais nous, on fait entre autres des formations sur le sujet qu'on appelle l'expérience patient et certains bouts de la méthode du design auprès de soignants, typiquement. Et c'est vachement intéressant, comme on a commencé à travailler avec une chercheure sur une mesure d'impact, de voir qu'est-ce qu'ils apprennent ou non. Et le droit à l'erreur est quelque chose d'hyper compliqué pour eux. Et je trouve que presque en montrant le design, pour moi, c'est aussi le droit à l'erreur. Alors, maîtriser avec, voilà, processus de test and learn, on expérimente, on voit si ça marche, on prototype, etc. Mais ça peut être aussi intéressant d'incarner une partie de notre méthode. Alors, ça ne veut pas dire non plus n'importe quoi. Et effectivement, je te rejoins complètement, Marie, sur le côté, je dirais que être délicat en tous les cas avec les usagers avec qui on interagit. Je pense que ça, c'est quelque chose, typiquement, quand on a un recrutement, c'est des choses auxquelles nous, on fait attention parce qu'on est près de populations qui peuvent être quand même très fragiles. Et après, ça, c'est plus de l'humain. On peut être maladroit, ça arrive, mais je pense que ça s'arrête là. Ouais, après, j'aurais eu tendance à dire aussi que le milieu de la santé, c'est un endroit où on peut peut-être faire moins d'erreurs, mais moi, je rencontre dans mon quotidien des acteurs de plein de milieux différents, des mobilités, enfin, services publics, etc. Et je me rends compte que des fois, on n'a pas l'impression que de mener ce projet-là et de faire des tests au sein de ce projet-là, ça va avoir des impacts importants. Puis en fait, en découvrant aussi d'autres secteurs d'activité qu'on connaît ou dont on n'est pas expert, je pense notamment à des projets, on a pas mal d'échanges, nous, avec des acteurs de l'énergie, et on se dit, oui, bon, mais en fait, c'est des territoires entiers qui n'ont plus accès à l'énergie, donc aussi des populations qui peuvent être fragiles, donc aussi, et là, on se dit, ouais, OK. Bon, donc, je pense qu'il y a plein aussi après d'environnements où c'est plus complexe que ce qu'on croit, et où du coup, il y a des spécificités à savoir qui sont passionnantes d'ailleurs. Je trouve que ça enrichit beaucoup les projets d'avoir ce genre de contraintes, mais, mais je pense que dès l'instant qu'il y a alors je dis service public, ou en tout cas où ça touche à des populations, ouais, c'est forcément, ça a forcément toujours beaucoup d'impact, le fameux test and learn, et il faut quand même essayer d'apporter des différents regards au sein d'un projet pour se dire, si ça marche pas dans ce sens-là, on a quand même imaginé d'autres possibilités. Mais c'est ce que je trouve riche, moi. Moi, je suis d'accord avec toi, Oriane. C'est pas qu'il est dans la santé ou à l'hôpital où il faut faire attention. Je pense que ça fait partie aussi de notre métier, cette attention à l'humain, en fait. Et justement, je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, justement, les jeunes designers, et même il y a cette tendance à vouloir prendre soin, justement, et de l'humain, mais aussi de l'environnement. Donc, je pense que les projets, si on a envie d'avoir ces sens-là,
c'est important justement de faire attention, et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreurs. Faire attention, c'est pas la même chose on peut faire des erreurs parce qu'on est humain justement, et ça fait partie de notre humanité. Et voilà, ça ne veut pas dire que ça sert à n'importe quoi, mais je pense que c'est important de se dire ça aussi. Et justement, c'est donner ces droits-là, et c'est pas parce qu'on fait une erreur qu'on est plus légitime. Donc, je trouve ça très intéressant. En tout cas, vous avez commencé à parler un peu des méthodos, ces choses-là. On avait pas mal discuté de ça. Aujourd'hui, les designs, ça veut dire plein de choses. On parle de design thinking, on parle de beaucoup de méthodologies. Du coup, c'est intéressant de pouvoir discuter un peu de ça. Où est-ce qu'on se place finalement en tant que designer, parce qu'il y a la facilitation, il y a le design thinking, donc voilà. Vous voyez où je vais en venir, donc aidez-moi. C'est marrant, moi je vais peut-être rebondir dessus parce qu'en fait, sur la question d'avant, donc on a vite parlé de l'erreur dans le projet en fait, et par contre, moi je me suis dit, il y a quand même un endroit où l'erreur, après l'erreur, elle existe, elle n'est pas, de toute façon, elle n'est pas grave, et il y a l'expérience, les choses changent, mais en fait, dans la manière dont on introduit le design dans un environnement qui n'a pas l'habitude de le recevoir, ou qui n'est pas amené initialement à l'accueillir, la manière dont on l'amène, je pense, par contre, peut avoir certaines conséquences. Et alors, du coup, tu repasses sur les méthodos, donc ça vient un peu avec. Mais quelque part, on imprime très vite une façon de faire ou une étiquette de ce que serait le design, et qui, du coup, peut être pas forcément une erreur, mais qui fait qu'après, effectivement, on peut se retrouver à ramer pour réexpliquer certaines choses, justement, du design. Et justement, enfin voilà, sur les méthodos, c'est un peu le point. Comme le design est assez difficile à vraiment faire comprendre rapidement, facilement, ou à synthétiser en quelques caractéristiques, toutes ces méthodes ont un peu le double apport, qui est de soit aider effectivement à faire potentiellement la place au design, parce que ça aide parfois des entreprises à mieux comprendre, à être, on va dire, onboardées dans le processus, et puis, mais ça peut aussi enfermer le design qui serait une méthodo, et qui serait effectivement quelque chose qu'on pourrait vraiment caractériser par une étape 1, une étape 2, et puis ensuite on passe d'une étape à une autre, voire avec, à certains moments, perdre certaines vraies compétences du designer si on n'arrive pas à le garder, ou en garder des différents, hein, parce qu'attention, c'est pas forcément un designer, il peut être positionné à certaines étapes du design, et on va dire s'expertiser dans certaines étapes, mais finalement, si on n'en a pas un à chaque étape, de pouvoir perdre aussi finalement vraiment l'essence du design. Donc du coup, c'était un peu le lien, mais en tout cas, je pense, alors c'est pas forcément une erreur que j'ai faite, mais j'ai essayé d'utiliser en tout cas quelle était l'histoire dans mon entreprise de comment le design était perçu, et j'avais commencé vraiment en tant que designer au sein de projet. Très vite, il y a eu des restructurations, et je suis passée à un poste plus justement de management des méthodologies d'innovation, incluant l'innovation par design, par design thinking. Mais j'ai pu voir vraiment aussi le risque de tout d'un coup faire dériver le design vers un processus très clair de phase de user research, phase d'idéation, phase, etc., où l'output n'était pas toujours évident, quoi. Donc voilà. Donc, et aujourd'hui, je crois que les discussions qu'on avait un petit peu avant, c'est que quelque part, ça reste quand même assez compliqué de totalement faire transmettre l'essence du design simplement par les méthodologies. Je pense que c'est un vecteur qui peut en partie aider, mais qui reste pour le coup assez dangereux. Voilà, quand même. Et ça serait quoi, du coup, l'essence du design? Sans doute quelque chose d'un peu quand même, un petit peu, voilà, quelque chose de l'ordre plus de la création, qui reste sans doute quelque chose qu'on peut difficilement totalement expliquer, et qui s'apprend par la pratique aussi, et par une forme enfin une formation aussi, hein, mais pas forcément une formation très théorique. Et en tout cas, la façon dont on a été, avec Marie, peut-être formée à l'ENSI, moi, ayant fait des études très académiques avant, hein, puisque
jusqu'à un master de neuropharmacologie, donc j'étais quand même vraiment dans des univers académiques. J'ai vraiment eu cette sensation, en tout cas à l'ENSI, qu'on m'ait décablé et qu'on m'ait recablé. Alors, on m'a quand même recablé, hein. Il y a toujours un certain moule et une certaine forme de pensée, bien sûr, mais qu'on m'a recablé un peu différemment, et en tout cas dans cette capacité à challenger la proposition, à oser questionner, parce qu'à d'autres moments, on questionnait moins avant. Donc, voilà. C'est marrant, je me reconnais complètement sur le côté câblé, décablé. J'aime bien dire qu'on m'a déconstruit et que dans l'école de design que j'ai faite, tant les cours, les projets, que aussi les autres étudiants designers, quoi. Et je pense qu'il y avait un vrai besoin de lâcher prise. Et après, je me suis dit, ah, ça y est, je suis vraiment designer, parce qu'effectivement, on m'avait prévenu que ça allait être super dur, ce décalage. Je dis, bon, a priori, c'est super dur, donc on doit y être. Mais c'est vrai que c'est pas évident de clarifier. Enfin, pour rebondir dans la santé, enfin nous en tout cas côté agence d'innovation sociale, on a je pense un vrai challenge par rapport à ça, et beaucoup plus il y a peut-être quelques années. Mais Marie, je ne sais pas toi comment tu le perçois, on parle de plus en plus d'intelligence collective par exemple, qui est une des méthodes qu'on peut utiliser en tant que designer. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça, je pense qu'on se définit en tant qu'agence d'innovation sociale et pas agence de design, parce qu'on va prendre en fonction des besoins du terrain. Parfois, l'intelligence collective permet de répondre aux besoins en question. Parfois, c'est le design. Parfois, on a besoin de quelque chose un peu plus process design thinking. On va peut-être pas ouvrir tout le champ de la créativité parce que c'est pas le besoin non plus. C'est un peu, j'ai le sentiment, la façon dont on l'utilise et l'applique sur ces sujets-là. Et je te rejoins complètement, Marie-Virginie, sur le côté... c'est difficile quand quelqu'un nous a mis dans une case d'en sortir, et ça et c'est intéressant, et on en avait aussi d'ailleurs discuté avec Marie, mais typiquement moi en tant qu'ingénieur, c'est tout bête, hein, mais quand j'échange avec un médecin, si je dis que je suis ingénieur, je sens qu'il y a 10 fois plus d'attention. C'est terrible, ça me révolte par rapport à l'équipe. Mais vraiment, c'est assez incroyable. Et je pense d'où cet enjeu d'il y a 8 ans de légitimité, etc. Aujourd'hui, je considère qu'on a participé en tout cas à faire nos preuves, etc. Et entre guillemets, je m'affirme plus en tant que designer tout court, parce que presque ils entendent que le mot ingénieur et pas le côté design, et le fait que pendant 1 heure on a parlé du design, quoi. Je pense qu'il y a des... Voilà, c'est pas vraiment d'éléments de réponse, mais plus de retour d'expérience de ce qui aide ou aide pas. Et en même temps, peut-être que c'est aussi la méthode des petits pas, quoi, que parfois il faut rentrer par le prisme de ce qui rassure la personne, ce qui le conforte, ce qui rentre dans les schémas. Et puis au bout d'un moment, médecin, ah ouais, en fait vous êtes designer, tiens, c'est marrant, c'est vrai que vous réfléchissez un peu différemment. Ouais, et puis peut-être juste pour rebondir sur la dimension d'intelligence collective, c'est pas parce qu'on est impliqué dans l'animation de processus d'intelligence collective en fait qu'on mobilise pas nos capacités de création, le recours à l'imaginaire, le recours au symbolique, parce que la conversation, elle peut vite tourner en rond, elle peut s'asphyxier. Le job d'un designer, c'est d'aider à faire le pas de côté, c'est de nourrir vraiment avec d'autres univers, d'autres imaginaires, donc et pas de se borner à prendre note de ce qui ne va pas et à le coller sur des post-it. Donc, même en fait, dans ces processus où on est impliqué dans une dynamique collaborative, on est agissant aussi en tant que concepteur, en tant que créateur. Et du coup, on ne bascule pas du côté du facilitateur qui simplement reporte ce qui lui est dit. Et on voit qu'il y a vraiment un enjeu, comme c'est difficile à expliquer, de persister dans la démonstration de l'intérêt, de l'apport et de l'importance de la forme, que cette forme, elle porte le sens des idées, le sens des projets, qu'elle n'est pas accessoire, qu'elle n'est pas la cerise sur le gâteau, la dernière touche du projet, qu'elle est la base même. Mais il faut vraiment avoir des exemples quand on parle de ça, parce que sinon, très vite, en fait, en face, les gens lèvent les yeux au ciel, comme si c'était une envolée lyrique, voilà. Donc, il faut pouvoir expliquer, en fait, avec des exemples concrets de en quoi, là, le fait de travailler sur la forme de l'idée, ça a permis que les gens soient en lien, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils s'autorisent à parler, qu'ils comprennent ce qui était attendu d'eux, etc. Comment ça a influencé les comportements, comment ça a rendu possible des situations qu'on espérait. Donc, il y a beaucoup de retombées concrètes. Et du coup, pour ne pas être ésotérique, je pense que c'est important d'essayer d'identifier ces impacts
le produit, le service, l'espace sur lequel on travaillait et que c'était tout sauf un accessoire. Et qu'il faut cultiver justement cette possibilité du recours à l'imaginaire, au symbole, même si on n'a pas l'impression de travailler dans des espaces qui nous le permettent. Il faut persister. Ouais, Sûr. on ne peut pas faire de design sans designer et sans cette partie-là de la forme. Disons qu'il y a la pensée design et il y a le métier de designer. Et c'est pas la même chose, quoi. C'est vrai. Du coup, il est déjà 19h30. Donc, avant de conclure, je ne sais pas, il y a encore une question. Comment parvenez-vous à mettre en confiance les personnes avec qui vous menez des projets qui ne connaissent pas forcément les designs ou ont a priori de design dont ils peuvent se méfier? On va peut-être conclure avec cette petite question. Comment mettre en confiance les gens qui ne connaissent pas les designs? Moi, je trouve que ce que disait Iris, c'était très vrai. Il faut rentrer par une porte qu'ils connaissent. Et du coup, ça, c'est des choses qui rassurent et qui permettent d'embarquer sur des temps de réflexion ou de projet. Et en même temps, enfin, je me pose souvent la question de à quoi ressemblera le métier de design demain, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui s'y intéressent, enfin, qui comprennent de plus en plus ce que ça apporte, avec des profils hybrides, hein, un peu comme Iris et Marie-Virginie, qui ont fait d'abord un autre parcours, puis qui sont venus au design un peu plus tard. Et je crois qu'on a beaucoup de choses à gagner demain, de voir de plus en plus de gens se former au design, mais véritablement, et du coup permettre d'intégrer aussi dans des cercles qu'on côtoie moins ou qui ont eu moins l'habitude d'intégrer ces compétences. Mais en tout cas, je trouve que utiliser ces ponts-là, ces passerelles-là, c'est super important pour gagner en confiance sur des personnes qui savent pas comment l'embarquer, en fait. Est-ce qu'on a un dernier petit mot à dire? Je crois que j'en avais un peu parlé, mais dans le live, mais c'était aussi selon le contexte, c'est d'avoir un non-designer qui est notre porte-parole. Un Et sponsor. un sponsor, et qui effectivement en parle parfois presque mieux que nous. Et du coup, alors bon, ça fait intervenir une tierce personne, mais ça peut être aussi un stratagème pour avoir une tierce personne qui en parle avec les mots, et qui du coup embarque les gens pour déjà laisser la place à expérimenter, à faire un projet, etc. Donc je pense que ça peut être aussi une option. Pardon, c'est l'heure de la On a fin. les enfants qui arrivent, c'est la Il y a fin. une future woman in design qui vient rejoindre. Pardon. Peut-être juste, C'est l'heure. et puis dans cette appréhension aussi, pas tout focaliser sur le design, parce qu'il y a encore des milieux où, encore une fois, le design, ça paraît très, très loin des préoccupations des gens, et quelque chose vraiment qui s'adresse à d'autres. Et ça peut mettre très mal à l'aise, créer de la distance, donc peut-être plus expliquer à quoi ça sert, en fait, concrètement, avec des exemples concrets, plutôt que se lancer dans une description de ce que c'est que le design et tout ça, parce qu'en vérité, c'est pas tant ça qui est important, c'est ce qu'on va faire ensemble et tout ça. Ok, écoute, merci beaucoup à tous. Je ne sais pas si Johanna, elle a un dernier mot à dire, mais sinon, C'était on va super s'arrêter là. intéressant. Merci du coup à toutes pour cette intervention. Et on mettra rapidement le live, enfin la vidéo du coup sur notre chaîne YouTube. J'étais ravie de vous entendre, et je vais couper l'enregistrement, et comme ça, si vous avez envie de finir pour vous dire au revoir et tout ça, vous pourrez dans quelques secondes. Super. Merci.